Merci. Chers compatriotes congolais, chers cadres et membres de l'unité des valeurs, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au temple de l'unité des valeurs, où en ce jour anniversaire de l'indépendance de notre pays, votre parti, Unité des valeurs, a résolu de passer ensemble avec vous un précieux moment de réflexion afin de survoler l'histoire de la République démocratique du Congo, autrefois appelée République d'Isaïe. Nous allons également aborder les temps présents qui affectent cruellement notre planète avant d'établir en parallèle des projections sur l'avenir politique, social, sécuritaire, diplomatique et économique de notre pays tout au long des mois à venir, mais également des années. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, excepté la RD Congo qui vit toujours sous le régime de confinement, de nombreux pays de la planète sont en train d'émerger progressivement d'un long tunnel noir dans lequel nous avons tous été précipités par des esprits malveillants qui auraient enclenché une arme bactériologique à la suite de laquelle plusieurs centaines de milliers de personnes à travers le monde ont été arrachées brutalement à la vie, foudroyées par le Covid-19 qui est la souche mortelle et dangereuse et la plus meurtrière du coronavirus associé au syndrome respiratoire aigu sévère, donc le fameux SRAS, et qui a été actionné pour tuer massivement l'espèce humaine et provoquer de nombreux effets collatéraux partout à travers la planète, mettant entre autres l'économie mondiale sous pression. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, nous sommes au regret de constater que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en août 1945, et pour la première fois depuis plusieurs années, les forces destructives ont refait surface et elles se sont révélées à la fois cruelles et plus puissantes que jamais dans l'art de tuer. En effet, exposée à une mortalité potentielle, notre planète a vécu pendant plusieurs semaines sous un mode de confinement généralisé où la fréquentation sociale a été interdite, la chaîne de production et de distribution rompue, les activités scolaires et académiques suspendues, les aéroports, les églises, les sites touristiques et les gares ferroviaires fermés et j'en passe. Au demeurant, la tragédie qui vient de frapper notre planète de plein fouet tout au long des semaines et des mois écoulés atteste clairement que le monde étant devenu dangereux, la méchanceté de l'homme a atteint un seuil diabolique. Cette méchanceté est comparable à celle qui affligea le cœur de Dieu dans les livres de Genèse et de la Bible, tels que chacun peut les lire, au chapitre 5, verset 6, et toujours dans Genèse, au chapitre 18, versets 20 et 21. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, voulant aujourd'hui consacrer la primaire de cette journée mémorable au bénéfice avant tout de la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui, vous le savez, à l'honneur, en dépit du confinement auquel sont soumises la ville de Kinshasa et certaines parties de notre République, je propose qu'on revienne un peu plus tard sur le coronavirus, afin d'éclairer nos populations sur la pandémie et en même temps pour chercher à comprendre au mieux ce qui s'est passé réellement en amont de cette tragédie et ce qui pourrait éventuellement se passer
en aval, car en dépit de la levée progressive des mesures de confinement, le monde ne saura se reconstruire dans les mensonges, la violence, l'immoralité, la psychose et l'incertitude. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, à présent, parlons de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. En effet, dans sa dimension potentielle, la RD Congo, c'est 2 345 409 km² de superficie, dont 97% de la surface est constituée de terres et 3% par les eaux. La RD Congo est le 11e plus grand pays au monde et le 2e au niveau africain en termes de superficie. Notre pays dispose d'un fleuve poissonné, le 2e au monde, long de 4700 km, avec un débit de 41 800 m3 par seconde. Il dispose par ailleurs de 126 cours d'eau, rivières et affluents, ainsi que de 34 lacs poissonnés. La RD Congo dispose d'une réserve de ressources minières chiffrée à plus de 24 000 milliards de dollars américains, mais aussi d'une réserve de gaz et méthane estimée à plus de 30 milliards de mètres cubes, de 1100 espèces de minéraux et métaux précieux disponibles, de plus de 30 milliards de barils de réserve du pétrole brut. La RD Congo dispose du 2e plus vaste forêt tropicale au monde, d'une superficie de 156 millions d'hectares, soit 60% du massif forestier du bassin du Congo, offrant de grandes opportunités de pâturage favorables à l'élevage. Notre pays dispose également de 80 millions d'hectares de terres arables ou cultivables, de 415 espèces de mammifères, de 11 000 espèces de plantes, de 1117 espèces d'oiseaux, de 1000 espèces de poissons, d'une capacité énergétique de 100 000 MW associée au potentiel énergétique renouvelable, notamment la biomasse, le solaire, le géothermique, le charbon, le nucléaire et les gaz méthane. Fort de ces ressources humaines estimées à plus de 100 millions de Congolais, notre pays, le Congo, dispose d'un taux de croissance annuel d'environ 3,5%. Bref, les ressources humaines dont dispose notre pays offrent une très grande opportunité de production et de consommation propice à l'épanouissement économique de la RD Congo. Et enfin, toutes ces choses, mesdames et messieurs, que je viens d'énumérer, vous les connaissez bien. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, pour ne rien oublier au sujet de cette journée mémorable, j'aimerais rappeler qu'après sa découverte en 1482 par Diego Cao, le Congo fut cédé par Henri Morton Stanley au roi des Belges de l'époque, Léopold II, qui en fit sa propriété privée et fit reconnaître aux autres puissances européennes au cours de la conférence de Berlin, qu'il est entre 1884 et 1885, sa prise de possession du Congo. En 1871, Léopold II engagea une campagne d'exploitation de caoutchouc et de pointe d'ivoire, mettant à contribution les autochtones congolais qui travaillaient en esclaves. Les mauvais traitements dont nos compatriotes firent l'objet coûtèrent la vie à environ 10 millions d'entre nos compatriotes, d'autant plus que comparé à la population congolaise de cette époque,
qui fut de 20 millions en 1885, celle de 1920 fut réduite à 10 millions. On comprend aisément que les 10 millions ont été exterminés par le mauvais traitement. Donc, je disais tout à l'heure que les 10 autres millions manquèrent à l'appel, tout simplement parce qu'ils furent massacrés par le roi Léopold. C'est ce qui justifie aujourd'hui la création en Belgique d'un groupe dénommé Réparons l'Histoire, qui développe des actions sanitaires en faveur du retrait de toutes les places publiques de tous les statuts représentant l'ancien roi de Belge, réputé pour sa cruauté envers nos compatriotes. La suite de l'histoire fera qu'en 1910, le roi Léopold II céda le Congo à la Belgique, qui en fit sa colonie jusqu'à 1960. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, symbole de la liberté, ce jour sacré du 30 juin donne également aux Congolais l'occasion d'établir un bilan sur la marche effectuée par la RD Congo année après année depuis le 30 juin 1960. Il me revient également de rappeler à votre connaissance que jour après jour, notre pays, la République démocratique du Congo, vient aujourd'hui de totaliser 60 ans d'existence depuis que nous avions accédé par la lutte à la souveraineté nationale et internationale. 60 années d'indépendance qui n'ont malheureusement pas répondu aux attentes souveraines de notre peuple comparativement à d'autres pays de la planète aux côtés desquels la RD Congo était pourtant alignée en bonne position sur une même rampe de compétitivité dans la course vers le développement, la croissance et le bien-être social. À titre de rappel, notre pays était à l'époque classé parmi les pays en voie de développement, tantôt parmi les pays à revenus intermédiaires, ou encore parmi les pays du tiers-monde auxquels faisaient partie, entre autres, le Vietnam, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Italie, le Portugal, l'Inde, les deux Corées Nord et Sud, la Malaisie et tant d'autres pays. La plupart de ces pays que je viens de citer ont nettement émergé, rejoignant l'un après l'autre les cercles des pays émergents et offrant à leurs populations respectives un standing de vie nettement élevé. Inscrite sur les registres des nations pratiquant les querelles politiciennes incessantes, la mafia politique, les rébellions armées récurrentes, la corruption, la trahison, le vol, viol et pillage, la négativité, les coups d'État, la complicité et l'intelligence avec l'ennemi, les violations constitutionnelles à répétition, la destruction et le décrochage dans tous les domaines de la vie nationale, la RD Congo est depuis plusieurs années reléguée au bas de l'échelle de l'indice du développement humain. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, n'étant pas fataliste, je tiens à affirmer avec force à la face du monde que peu importe ce qui nous est arrivé depuis des décennies, le meilleur est à venir pour notre pays, la RD Congo. Il nous faudrait tout simplement procéder à quelques réglages importants dans nos cœurs afin que tout aille mieux à l'avenir. Car c'est dans nos cœurs que partent entre autres les rébellions, les complots, la destruction, le pillage, le meurtre, la haine, le vol et le mépris du prochain. Pourtant, des faits justifient
qu'en inversant les mauvaises intentions contenues dans nos cœurs et en rendant celles-ci positives, nous réussirons à bâtir le Congo de nos rêves, à savoir un Congo fort et prospère au cœur des 5 continents. Je m'en vais à présent vous présenter les défis qui doivent interpeller chaque citoyen congolais, car ceux-ci contiennent chacun une approche claire et déterminante qui peut nous servir de balise dans la suite des temps. Il s'agit de ce qui est affirmé par les constituants dans les préambules de notre Constitution, ainsi libellé. Je cite, nous, c'est une citation, nous, peuple congolais unis par le destin et par l'histoire, autour des nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail. Animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit et une nation puissante et prospère fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle, considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme et le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationale dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives. Réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique et sociale et culturelle selon notre génie propre. Conscient de nos responsabilités devant Dieu, la nation, l'Afrique et le monde, déclarons solennellement adopter la présente constitution. Fin de citation. Ça, c'est les premiers faits qui ressortent du préambule de notre constitution, donc la constitution de la RDC du 18 février 2006. Maintenant, le deuxième fait. Il s'agit de l'exposé des motifs de la Constitution. Là, j'étais sur les préambules. Maintenant, là, je suis sur l'exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006, dont voici, mesdames et messieurs, la teneur. Je cite. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays entre 1996 à 2003. Je crois que ça part au-delà de cette année. Envie de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002 de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle les peuples congolais puissent se choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Fin de citation. Là, il s'agissait de deux faits qui nous renseignent énormément. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, ces deux approches distinctes associées au code génétique de la RD Congo, tel que présenté par Patrice Emery Lumumba, constituent le socle
d'un nouvel ordre politique dont il nous faudrait impérativement mettre en application afin de réaliser notre rêve de grandeur. Merci. En effet, le 30 juin 1960, du haut de sa tribune improvisée en marge de la cérémonie de passation de pouvoir entre la Belgique et la RD Congo, Patrice Emery Lumumba donna ce jour-là un sens à cet événement. Précisant ce qui suit, je cite Patrice Emery Lumumba, c'est important. La République du Congo, c'est comme ça qu'on nous appelait à l'époque, a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes chers frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte. Une lutte sublime qui va amener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Ça, c'est Lumumba qui parle. Et je continue. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Cette indépendance, c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et réaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette élite, fruit de larmes et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car c'est une élite noble et juste, une élite indispensable pour mettre fin à l'humiliation, à l'esclavagisme qui nous était imposé par la force. Fin de citation. Chers compatriotes congolais, étant victimes de l'impréparation, entre autres, les différents dirigeants politiques qui ont géré la RDC depuis 1960 n'ont malheureusement réussi à cibler puis à exécuter correctement les attentes de notre peuple. Car nous devrions nous engager dans la lutte pour amener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur, et non nous entretuer. Je m'en vais également vous démontrer, séquence après séquence, de quelle manière certains compatriotes ont été déterminants de par leurs actions, contrairement à d'autres qui ont loupé les rendez-vous avec l'histoire. La première séquence s'articule entre 1910 et le 20 février 1960. Cette séquence a bénéficié du concours d'un acteur de premier rang, Paul Panda Farnana, premier nationaliste congolais. Ce dernier dénonçant avec virulence les méthodes coloniales mises en place par les Belges et réclamant respectivement la généralisation de l'enseignement laïque, l'accès des Congolais aux universités de la métropole, ainsi que la participation des Congolais au sein des instances décisionnelles de la colonie afin de procéder à l'africanisation des cadres. Là, c'était Paul Panda Farnana. Cette action fut associée en parallèle à celle de Papa Simon Kimbangu, qui prit une dimension populaire à caractère politico-religieux, précurseur à l'indépendance de notre pays. En 1940, les Bas-Congo créèrent le mouvement
culturelle dénommée l'Abako, ce qui veut dire l'Alliance des Bakongo. Vous savez maintenant que c'était d'abord un mouvement culturel. En 1940, donc en 1941, de graves troubles eurent lieu à Élisabethville. En 1944, l'ethnie Koumou c'est dans les provinces de la Chopo, Sansirja, l'adjudant Karamouchi proclama la fin de l'état colonial en février de la même année, donc en 1944. En mars 1944, des révoltes eurent lieu à Massissi. Et la même année à Luabo, aujourd'hui Kananga, des intellectuels publièrent un manifeste pour la reconnaissance des droits spécifiques pour les Congolais ayant terminé 10 ans de scolarité communément appelés les évolués. Donc c'était des intellectuels. Le 25 et le 26 novembre 1945, le grève et les émeutes eurent lieu à Matadi. En 1946, Joseph Kasavubu de la Bako, donc l'Alliance des Bakongo, fit un discours sur les droits du premier occupant. C'est comme ça que ce discours s'intitulait. À la suite duquel, les 5609 évolués, donc des intellectuels, de Léopoldville furent autorisés à s'organiser en Confédération Générale des Syndicats Indigènes, suivi de l'abolition des fouets pour les clergés, pour les gradés de la force publique et les auxiliaires de l'administration. Donc vous voyez que ces gens-là étaient fouettés lorsqu'il y avait un problème. Donc c'était ridicule. À la suite de ces combats, mesdames et messieurs, l'indice du travail congolais passant de 100 à 237 pour une augmentation du coût de la vie de 20% entre 1950 et 1958. Tout cela, vous devez le savoir parce que ça fait partie de l'histoire que nous sommes en train de commémorer aujourd'hui. Ainsi donc, les Congolais bénéficièrent également de la création de l'université de Lovagnon en 1954 et du début de la construction des écoles laïques en 1955. En 1956, toujours à la suite de ces combats, les partis politiques furent autorisés à fonctionner. C'est dans ce contexte électrique que les toutes premières élections municipales furent organisées en 1957, à la suite desquelles fut élu à la commune de Dendal Joseph Kasavubu. En 1960, la table ronde de Bruxelles se déroula du 20 janvier au 20 février et les représentants congolais et belges se mirent d'accord sur les principes de la tenue des élections nationales dans les courants de l'année avant l'indépendance. Dans la suite des temps, des violents émeutes politico-ethniques post-électorales éclatèrent au Katanga, au Kasaï et à Léopoldville, qui est aujourd'hui Kinshasa. En mai 1960, les élections législatives et provinciales eurent lieu. Celles-ci aboutirent à la victoire des partis nationalistes, notamment les CREA avec 10 sièges, les PCA Gizeng avec 13 sièges et les MNC avec 74 sièges. À la suite du compromis politique, Joseph Kasavubu fut élu président de la République par le Parlement et Patrice Emery Lumumba comme Premier ministre. La deuxième séquence couvre une période de 1960 à 1965. Celle-ci y comme acteur majeur le président Joseph Kasavubu. L'accession de notre pays à l'indépendance ayant marqué le couronnement d'une élite intense et l'accomplissement d'un rêve de liberté et la soif
de construire une nouvelle société libre et indépendante où un nouveau challenge fut confié au tandem Joseph Kasavubu et Patrice Emery Lumumba, qui eut pour mission de rendre effectifs les rêves congolais, donc les aspirations de notre peuple. Malheureusement, la mutinerie du 4 juillet 1960, cette mutinerie est intervenue 4 jours seulement après l'accession de notre pays à l'indépendance, en donnant un signal pour la sécession du Katanga, qui est le 11 juillet 1960, suivi de celle de Sud Kasaï, qui est le 20 août de la même année, et enfin par celle des anciennes provinces orientales quelques mois plus tard. Tout ce que je vous dis ici, c'est à titre de rappel, mais aussi pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est aussi une découverte. Notre pays, donc la RD Congo, perdit alors ses 2 principales provinces minières, entre autres, et ce fait mit à mal la paix et la liberté, puis hypothéqua l'émancipation de notre pays. Engagé dans une guerre larvée le 5 septembre 1960, le président Kasavubu révoqua son premier ministre ainsi que 6 membres de l'exécutif, à savoir Rami Mwamba, Christophe Gouagné, Anissé Kachamura, Antoine Bolamba, Antoine Gizenga et Jacques Lumba. Dès lors, l'indépendance acquise le 30 juin 1960 tourna au cauchemar. Et comme si cela ne suffisait pas, du 5 au 14 septembre de la même année, une confrontation politique s'engagea entre le président Joseph Kasavubu et son premier ministre, Emery Patrice Lumumba, offrant de ce fait une occasion à Joseph Désiré Mobutu, alors chef d'état-major général, d'utiliser l'armée pour neutraliser les 2 protagonistes et de faire appel aux commissaires généraux. Par la suite, Joseph Kasavubu fut rétabli dans ses fonctions, tandis que Patrice Emery Lumumba fut mis aux arrêts, maltraité et assassiné en janvier 1961 en compagnie de ses 2 compagnons, Polo et Okito. Conséquence, les alliés politiques et compagnons de Lumumba, sous l'instigation d'Antoine Gizenga, Christophe Beignet et Pierre Moulélé, organisèrent une rébellion. Celle-ci conduisit à la sécession et à la création de la République populaire et révolutionnaire du Congo, dans l'ancienne province orientale, sous la conduite du tandem Christophe Beignet, qui en fut le président, et Antoine Gizenga, qui en fut le premier ministre. Et pour votre information, cette rébellion coûta à notre pays 500 000 personnes. Dans la suite des temps, Joseph Kasavubu procéda à la dissolution du Parlement et mit en place une assemblée constituante, causant ainsi la paralysie du pays. En 1964, à la suite de la conférence de Lualabo, la République du Congo fut débaptisée et s'appela désormais la République démocratique du Congo. Un nouveau drapeau, une constitution et une nouvelle devise furent adoptées le 1er août 1964 et des élections furent prévues pour le mois de mars 1965. Mais celle-ci n'est pas liée, malheureusement, car le 24 novembre de la même année, Mobutu prit le pouvoir par coup d'État. Et ce fait brisa les rêves congolais pour la 2e fois. 3e séquence. Elle s'effectue avec un personnage clé, à savoir Joseph Désiré Mobutu, arrivé au pouvoir par coup d'État le 24 novembre 1965, nous l'avons vu,
Mobutu comprit aussitôt ce qu'il devait faire pour répondre aux attentes du peuple congolais. Il s'attela à restaurer la paix et pacifier la ère du Congo. Il s'attaqua ensuite à l'édification du pays qui lui réussit l'espace de quelques années. Malheureusement, la nationalisation, la chute des cours de certains minéraux, les chocs pétroliers des années 1970, le détournement d'énormes sommes d'argent, ainsi que la mauvaise gouvernance eurent raison de ces derniers. Conséquence, la crise sociale s'installa dans ce qui s'appelait alors la République du Zaïre, suivie de l'inflation à plusieurs chiffres. A noter tout de même que, pour des raisons de l'histoire, que lors de sa mise en circulation le 24 juin 1977, un Zaïre valait des dollars américains. Et en décembre 1992, les taux d'échange étaient de 1 990 000 Zaïre pour $1. Et nous sommes en train de connaître le même rythme aujourd'hui. Le peuple congolais, donc zaïrois à l'époque, cria au changement parce qu'il avait faim, mais aussi parce que sa liberté et ses droits élémentaires étaient muselés par la dictature. Une fois de plus, le rêve congolais fut brisé. Quatrième séquence. Celle-ci fut marquée par l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Ayant répondu à l'appel populaire et ayant réussi à renverser Mobutu par les armes, Laurent Désiré Kabila entraînant malheureusement le pays dans une guerre fratricide et a provoqué plusieurs millions de victimes au sein de nos populations et une occupation à perpétuité de nos territoires par les armées étrangères qui sont encore à ce jour. Bref, la RD Congo se retrouva dans une insécurité chronique qui entraîne également la famine, une crise politique suivie entre autres par une crise de citoyenneté. Après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, au terme de 32 mois passés à la tête de la RD Congo, une fois de plus, le rêve congolais fut brisé. Est-ce que ça va? Oui. Je ne vous sens pas. Mais je vous ai dit que ce jour est important. Le discours, il est à la hauteur de cette journée. Voilà pourquoi nous donnons l'information pour que, à la suite, vous puissiez vous réveiller parce que nous avons un pays à libérer. Nous avons perdu notre souveraineté. Il faut les recouvrer. D'accord? Oui. Voilà. La cinquième séquence, celle-ci s'effectue avec Joseph Kabila Kabange, qui prit alors les relais. Il accéda à la magistrature suprême en janvier 2001 dans des conditions confises. Ces derniers réussit tout de même à piloter à distance depuis Kinshasa les dialogues intercongolais, à la suite duquel la RD Congo s'engagea dans un processus démocratique, notamment en s'appuyant sur la constitution du 18 février 2006, élaborée en Afrique du Sud. Quand je dis en Afrique du Sud, c'est lors du dialogue intercongolais, ça a été élaboré par les Congolais. Malheureusement, d'année en année, Joseph Kabila Kabange enfonça notre pays dans une crise sociopolitique grave, dans une guerre non-stop, dans la famine et dans une inflation consécutive à la destruction de l'outil de production dont disposait notre pays. Bref, au lendemain des élections de 2018, les attentes des Congolais sont restées les mêmes. Ajoutez à cela d'autres aspirations nées de l'insécurité permanente sur toute l'étendue de notre pays
qui présente par ailleurs de nouvelles exigences de la part des non-populations. Sixième et dernière séquence. Celle-là est celle qui est liée à l'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en janvier 2019, faisant suite aux votes sanctions infligées par le peuple contre les FCC. En effet, seul, je dis bien seul, le bon Dieu sait si le président de la République, l'actuel, aurait compris les attentes de notre peuple. C'est donc personnellement, je l'espère, de tout cœur, car le peuple congolais vit depuis plusieurs années dans un état de dépouillement total qui charrie plusieurs millions de morts dû à l'insécurité, la famine, les mauvaises conditions sociales. Toutefois, la suite des temps nous en dira. Mais, l'alliance contre nature entre les FCC et les CACH comporte plutôt des défis et ne constitue en aucun cas une planche de salut que les Congolais attendaient afin de mettre complètement un terme aux pratiques criminelles de la Kabylie. Mais hélas, projetant au loin ma réflexion sur les causes attenantes qui ont contraint notre pays à une marche à reculons depuis 60 ans et en fait un rapprochement avec ce qui arriva à Bède, la Bible, dont les sangs allant crier auprès de Dieu. Donc là aussi, il faut voir le livre de Genèse, chapitre 4 et verset 10. Je suis arrivé à la conclusion que la nation congolaise est impérativement appelée à se repentir et assimiler devant Dieu afin d'obtenir le pardon pour avoir fait couler beaucoup de sang des innocents. Et ces sangs crient devant Dieu. Je disais que en projetant au loin ma réflexion, je suis arrivé à la conclusion que la nation congolaise est impérativement appelée à se repentir et à s'humilier devant Dieu afin d'obtenir le pardon pour avoir fait couler beaucoup de sang des innocents. C'est sacré au devant de Dieu. L'année dernière, dans les mêmes circonstances, j'avais précisé que si les pères de l'indépendance du Congo avaient si un seul instant que dans la suite des temps, nous ferions de notre pays ce qu'il est devenu aujourd'hui, ils n'auraient certainement pas voulu s'engager dans une lutte de l'indépendance qui avait mis en péril leur vie. Certains de nos dirigeants ont eu tort de laisser les forces occultes ériger leur sanctuaire diabolique dans notre pays. Ils ont également eu tort de laisser notre pays ainsi que notre jeunesse aller vers des dieux étrangers desquels la RD a hérité malheureusement la présence de méga esprits méchants venus d'ailleurs qui ne cessent de tourmenter la société congolaise et de perturber notre relation affective avec Dieu, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et le Créateur de l'univers, de qui dépendent la République démocratique du Congo. Amen. En définitive, la RD Congo devra entièrement et solennellement être consacrée à Jésus-Christ afin que seul le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toutes nos actions. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, l'expérience nous enseigne que l'histoire est une succession des événements
antérieure qui charrie une suite de changements et de bouleversements. Malheureusement, l'homme congolais s'obstine à penser que chaque jour qui se lève est appelé fondamentalement à être similaire au précédent. C'est ce qui nous conduit malheureusement à l'autosatisfaction au point d'amener les Congolais à accepter de mener sa vie au taux du jour, espérant décidément que chaque nouveau jour sera semblable au précédent. Étant donné que le nœud du problème rencontré par notre pays depuis 1960 a toujours été d'ordre politique, nous devons tous exiger du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo la dissolution de la coalition FCC-Cash, qui est la pire des choses qui soit arrivée dans notre pays au vu du caractère nocif du Front commun pour le Congo. Merci. Plusieurs défis sont à relever impérativement afin de restituer à la RDC sa grandeur. Il est donc inacceptable de laisser un groupe d'individus mal intentionnés et constitués en une association de malfaiteurs continuer à détruire notre démocratie, violer notre constitution, les lois de la République au point de briser la cohésion nationale. Désormais, il faudrait impérativement, sinon immédiatement, les mettre tous hors d'état de nuire. Voir, en effet, voir ce que l'on a devant le bout de son nez demande un effort constant. Cet effort est pourtant plus nécessaire que jamais. C'est ce que devra faire Joseph Kabila Kabange et sa bande qui perçoit pourtant chaque mois plusieurs millions de dollars américains à titre d'indemnité. Une prime qui est octroyée à chacun d'entre eux pour avoir pillé la RDC Congo et pour avoir négocié la vente aux enchères de notre cher et beau pays. Ce n'est pas possible, ça ne doit pas tirer. Les crocs en jambes du FCC destinés à porter un déséquilibre si chacune des actions posées par les chefs de l'État pour faire avancer la nation corrobore avec les déclarations de certains membres influents du FCC qui avaient juré qu'ils allaient rendre le Congo ingouvernable durant les mandats de l'actuel chef de l'État. Ces faits relèvent d'une mauvaise foi. C'est d'ailleurs ce qui justifie, entre autres, la tentative de violation constitutionnelle de Obem Minako et de Gary Sakata, des députés auteurs de propositions de loi controversées, mais aussi sans oublier l'acte incivique posé par le vice-premier ministre, le ministre de la Justice, Tunde Yakasene, l'acte pour lequel ce dernier a été interpellé par la justice, sa propre justice, faisant la honte de la République. Bref, le FCC devra comprendre qu'il est un sursis dans ce pays et au sein de l'environnement politique et qu'il a été vomi par le peuple, notre peuple, les souverains primaires, qui ne veut en aucun cas céder aux nombreux chantages politiques qui sont par ailleurs des signes de faiblesse et un réflexe de la paix pour tous les membres de ces mouvements toxiques. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, nous devons dès à présent cesser de nous laisser distraire par l'FCC. Par contre, nous devons orienter nos actions
vers des préoccupations utiles pour pouvoir répondre aux aspirations de notre peuple. En effet, la fierté nationale requiert que chaque citoyen congolais puisse disposer, entre autres, de sa carte d'identité nationale. C'est dans la dynastie Kabila nous en a privé. De ce fait, il est absurde de constater que cette question n'a jamais figuré sur la liste des priorités, ni du temps de Laurent Désiré Kabila, ni du temps de Joseph Kabila Kabange, que cette question puisse sembler aujourd'hui reléguée au calendrier grec. De ce fait, je demande au chef de l'État, qui est également dépourvu d'une carte d'identité, je ne sais pas comment il conçoit ça. Maintenant, je lui demande de pouvoir instruire son gouvernement, lui enjoignant de traiter cette question avec diligence. Étant donné que le gouvernement définit la politique de la nation en concertation avec le président de la République, et il en assume la responsabilité, nous exhortons également le Premier ministre Ilunga Ilukamba de traiter avec diligence et empressement la question liée à l'établissement de la carte d'identité nationale. Sur le plan économique, j'appelle le chef de l'État, autant que son Premier ministre, à orienter expressément notre politique économique vers la production nationale, de promouvoir la création d'emplois en se basant, entre autres, sur l'agriculture, la pêche et l'élevage, puis en se repliant sur les marchés intérieurs, étant donné que notre pays dispose d'une grande capacité démographique qui constitue à la fois un atout et une grande opportunité de consommation. Ça veut dire que lorsqu'on produit, nous sommes certains qu'il y a les acheteurs, donc les consommateurs. La RD Congo présente plusieurs opportunités d'affaires car elle occupe une position stratégique auquel l'Afrique et partage ses frontières avec 9 pays qui la voisinent. Dans le cadre de l'interconnexion régionale avec ses voisins, dans le cadre de l'interconnexion régionale, disais-je, avec ses voisins, et compte tenu du fait que notre pays constitue les points de pénétration des divers marchés sous-régionaux, tels que la SADC, et les commerçants, les CAC et la CPGR, notre pays représente un méga marché de plus de 300 millions de consommateurs répartis en Afrique centrale et australe. Bien que possédant à la fois une importante réserve mondiale de minéraux et métaux précieux avec, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 100 100 différentes espèces variées, les secteurs de l'agriculture constituent le moteur de la relance économique en faveur de notre pays. Étant donné que le Congo est avant tout un pays à vocation agricole, car plus de 70% de nos populations vit en milieu rural et dépend de l'activité agricole qui jouit de la diversité climatique et d'un réseau hydrographique important pouvant permettre de pratiquer une gamme variée de cultures et d'offrir un potentiel de pâturage favorable pour l'élevage à grande échelle. Je demande au chef de l'État de prévoir la réhabilitation des centres de recherche agronomique et agricole afin d'assurer
et d'accroître la production de semences de base et de disposer de nouvelles techniques pour la promotion de l'agriculture en y impliquant aussi la mécanisation agricole qui contribuera par ricochet à développer les filières créatrices d'emplois. Bien sûr, et de revenus, mais aussi à produire du matériel végétal de qualité, à procéder à la formation et à un encadrement du personnel agricole afin d'accroître les différentes cultures de manière particulière. En effet, le monde étant confronté à des forces de rupture qui perturbent même les équilibres qui les fondent, notre pays, je crois que vous me comprenez bien, je vais reprendre cette phrase parce qu'elle est importante. J'ai dit ceci, le monde étant confronté à des forces de rupture qui perturbent même les équilibres qui les fondent, notre pays doit tout faire pour remonter son économie, notamment en se repliant sur des opportunités nationales. Nous ne devons pas tout le temps importer. Il faut se rabattre sur des opportunités nationales. Notre pays est l'un des plus grands chantiers du 3e millénaire, avec d'importantes extensions dans tous les secteurs du développement, susceptibles de développer et de favoriser la création de plusieurs millions d'emplois et de consolider l'équilibre économique et social, faisant suite aux échanges commerciaux. Dès lors, il faudrait donc se saisir de cette opportunité pour hisser le Congo sur la rampe des pays émergents. Mesdames et messieurs, chers compatriotes congolais, la convoitise dont notre pays fait l'objet nécessite le renforcement de notre système de défense qui englobe l'armée, les services de sécurité civile et militaire, ainsi que la police nationale congolaise. Ces trois corps doivent être dotés des moyens pouvant leur permettre respectivement de remplir loyalement, je dis bien loyalement et en toute efficacité, les missions qui leur sont dévolues. Le renouvellement d'équipements ainsi que l'amélioration des conditions sociales devront être une priorité absolue afin de permettre à notre système de défense de mener des actions offensives et défensives pour recouvrer les parties de notre territoire aujourd'hui sous contrôle de 8 pays qui font partie des 9 pays frontaliers avec lesquels nous devions normalement être en bonne attente. Tous les secteurs de notre société devront également et en toute urgence bénéficier des meilleures conditions de travail assorties des meilleures conditions salariales, sociales et professionnelles afin d'enrayer les taux élevés de la démotivation du personnel dans certains secteurs. Les recherches scientifiques devront être organisées et relancées et jouir de moyens conséquents pour leur permettre de jouer un rôle d'avant-gardiste et de lutter contre les attaques scientifiques à caractère criminel d'où qu'elles proviennent. Il faudra également créer des centres de formation professionnelle destinés à la formation et au renforcement des capacités afin de pallier à l'insuffisance des compétences dues à une mauvaise qualité d'enseignement dans notre pays.
Il faudrait impérativement créer des sites pouvant accueillir des séminaires d'éducation civique afin de renforcer la conscience nationale et rendre celle-ci obligatoire. Dans le cadre de la lutte contre l'analphabétisme, il faudrait également créer des sites pouvant permettre aux analphabètes de pouvoir suivre gratuitement les cours d'alphabet. Il faudra ensuite améliorer des conditions sociales et professionnelles du corps enseignant afin de permettre à celui-ci de dispenser un enseignement de qualité. Il faudra par ailleurs améliorer les conditions d'enseignement dans notre pays en alignant celles-ci aux normes internationales requises en vue de doter nos étudiants, élèves et écoliers des capacités nécessaires pour permettre à nos jeunes, au sortir de leurs études de formation, d'être compétitifs sur les marchés de l'emploi afin de relever de nombreux défis. Mais il faudrait également mettre à la portée du public des bibliothèques municipales fixes et ambulantes afin de desservir à la fois les milieux urbains et ruraux, mais aussi rééquilibrer le budget du secteur de l'enseignement en constante diminution depuis 2005. Mettre aussi à la disposition de tous et sans discrimination des bourses d'études en tenant compte du principe d'égalité des chances, mais aussi de primer les meilleurs élèves et étudiants. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, à elle seule, la RD Congo représente 60% du bassin du Congo, qui constitue la deuxième forêt tropicale au monde. Notre pays constitue donc l'un des deux poumons de l'humanité, donc de ce monde. À ce titre, nous devons nous sentir concernés au plus haut niveau par les perturbations climatiques. Les crises financières, les révolutions et les changements climatiques ont des effets globaux plus rapides que jamais. Il faudrait donc dès à présent élaborer de nouveaux modèles de collaboration et de compétition internationale. L'accroissement, c'est important qu'on en parle. L'accroissement des surfaces cultivées entraîne une destruction massive des écosystèmes forestiers, savanicoles, donc dans leur biodiversité. Les conditions climatiques extrêmes, les pressions hydriques et forestières et foncières ainsi que l'insécurité alimentaire viendront perturber les sociétés. La hausse du niveau des mers, l'acidification des océans, la fonte glaciaire et la pollution changeront les habitudes de vie de nombreux habitants de la planète. Conséquence des tensions, nous avons vu avec le Tchad. À un moment donné, le Tchad a dit, si le Congo ne me donne pas de l'eau, j'irai la chercher. Donc, des tensions liées au changement climatique risqueront d'apparaître. Et si le long terme, le stress climatique global changera la façon dont les gens vivent, mais aussi l'endroit où ils vivent, tout comme les maladies qui les affectent. Ce stress climatique englobe la hausse du niveau des mers, la diversification des océans, la fonte de la pédologie et de la calotte glaciaire, la dégradation de la qualité de l'air, les mutations de la couverture nuageuse et les changements soutenus dans les températures et les niveaux des précipitations. Les modèles climatiques actuels prévoient sur le long terme une hausse globale sur les températures moyennes mondiales de surface,
Mais les climatologues mettent en garde sur le fait que des changements plus soudains et spectaculaires pourraient être possibles étant donné la complexité du système et l'historique climatique. De tels changements affectant le climat ou les systèmes liés au climat pourraient avoir des conséquences tragiques sur l'économie et les milieux naturels. Nous devons nous y attendre. Selon les Nations Unies, la moitié de la population mondiale devra faire face à des pénuries d'eau d'ici 2035. De ce fait, vous voyez que nous risquons d'être menacés. Les besoins croissants liés à la population démographique, à une plus grande consommation et à la production agricole outrepasseront les réserves d'eau qui, en des surpoids des nappes phréatiques et des changements de rythme des précipitations. Plus de 30 pays, dont presque la moitié situés au Moyen-Orient, subiront d'ici 2035 un stress hydrique massif qui risque d'exacerber les tensions économiques, sociales et politiques. Notre pays, la RD Congo, est à l'abri des tourments hydriques, mais il devra jouer un rôle déterminant dans l'apport des solutions aux pays en crise. Mesdames et messieurs, imaginez l'avenir peut-être effrayant pour certains, d'autant plus que les événements du troisième millénaire se déroulent de façon trop complexe pour que nos cerveaux puissent les analyser. Ce qui vient de se passer avec la pandémie du coronavirus en est une triste et réelle illustration, car le confinement se fait à l'automatisme. Parlons-en tout de même, mais pour clore ce chapitre, le Covid-19 est un mixage de l'arrivée au monde de l'Antéchrist, selon l'annonce du pape François du 30 janvier 2020. En même temps, les lanceurs d'alerte ont porté à notre connaissance que l'état d'urgence et les dispositifs par lesquels tous les pouvoirs totalitaires se sont installés au monde, d'abord en provoquant une crise sanitaire avec une perte de liberté, et c'est ce qui nous est arrivé avec les Covid-19, mais aussi avec le confinement. Conséquence, les multinationales ont effectué une prise de liberté qui a fait passer toutes les lois les plus horribles, les unes après les autres. Vous allez vous en rendre compte. Et d'après le professeur Luc Montagnier, le coronavirus était créé par l'homme et qu'il contient une séquence génétique du VIH-Sida. Ça, vous devez le savoir. En effet, les forces politiques, économiques, sociales, technologiques et culturelles se heurtent les unes aux autres de manière si déconcertante que nous nous arrêtons le plus souvent sur des incidents dramatiques et récents plutôt que sur ce qui revêt une importance réelle. Dans cette crise planétaire, notre pays devra exercer sa vocation internationale en y apportant une solution secteur par secteur. Nous devons arrêter de toujours tendre la main pour recevoir de l'aide extérieure, car non seulement cela nous rend indignes, parce que ça fait des années que cela dit, mais aussi et surtout parce que l'aide est toujours accompagnée par la mort. Cette situation produit des émules dans la société. Des bébés parfois et leurs mamans sont libérés,
d'abord sont prises en otage, puis libérées dans des maternités grâce à l'aide et à la générosité publique. Ça, c'est difficile à comprendre. Vous êtes un couple, vous avez fait un enfant, vous amenez les jours d'accouchement, vous amenez votre épouse à la maternité, elle a accouché, vous avez des problèmes de payer les frais d'accouchement, et puis on va prendre et votre femme et votre bébé en otage. Et la libération, c'est peut-être quelqu'un de bonne foi, ce que j'appelle la générosité, qui passe pour libérer et votre épouse et le bébé qui aura peut-être 5 ans au jour de sa libération. C'est indigne. Donc il faut arrêter de tendre la main. Chers compatriotes congolais, nous sommes presque à la fin. Mesdames et messieurs, incapables de protéger notre pays, laissant les étrangers, entre autres, laissant les pays entre les mains des étrangers, nous avons de ce fait trahi la mémoire des pères de l'indépendance qui nous ont légué en héritage un Congo indépendant en nous recommandant de maintenir intacte cette indépendance. En ce jour anniversaire de l'indépendance de notre pays, je viens encore une fois inviter chaque Congolais à rendre hommage au père de l'indépendance ainsi qu'à tous nos martyrs. Chers compatriotes congolais, situés au centre du monde, la RDC a un rôle. La RDC est un pôle d'attraction destiné à assurer le rayonnement et la vie de notre planète. Ce n'est d'ailleurs pas par pur hasard que notre pays occupe géographiquement et spirituellement cette position, car de par son importance, la RD Congo est appelée à assurer une jonction entre les deux superpuissances et elle ne peut en aucun cas constituer une source de confrontation. La survie de notre planète, tout comme l'équilibre du monde tout au long du présent millénaire, dépendent en grande partie et dépendra davantage de la stabilité politique de notre pays, car nous sommes les greniers de la planète dont les forêts, les eaux, les sols et les sous-sols disposent de tout ce qui est nécessaire pour la survie et l'épanouissement de l'humanité. Terre d'hospitalité, le sol congolais a longtemps absorbé le sang des innocents, comme celui d'Abel, nous l'avons vu. Le sang de chaque victime de la barbarie dont le sol congolais a absorbé le sang crie et demande justice. C'est ce qui justifie les vibrations observées ces derniers temps. Car terre de Dieu, terre de prédilection, la République démocratique du Congo est entrée dans une période de grâce où notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, vient de prendre le contrôle de toutes choses. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui relève de la douleur d'accouchement. N'ayons pas peur de notre propre avenir, car l'avenir est meilleur. Nous sommes remplis d'envie de vouloir rebâtir notre pays dans l'unité et la concorde. Mais, au-delà de l'envie, il nous faudrait la détermination, la combativité, le courage et l'action. Bâtir un Congo ne peut être possible que si chacun parvient à surseoir ses ambitions personnelles au détriment de l'intérêt national, afin de recréer une vraie cohésion basée sur la crainte de Dieu, l'amour du prochain, le pardon, l'amour du travail, le respect de la parole donnée, le respect de la Constitution et des lois de la République.
enfin que la flamme de la liberté qui s'est éteinte durant les 60 ans de notre indépendance à cause de notre désobéissance à Dieu soit rallumée dès aujourd'hui afin que la République démocratique du Congo, terre d'espoir pour l'humanité tout entière, puisse rayonner de mille feux. Que ces feux produisent suffisamment d'énergie pour permettre à la République démocratique du Congo d'assurer sa vocation nationale et internationale en vue de demeurer toujours et toujours un pays fort au cœur des 5 continents. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, Président.